Va bien, donc bienvenue dans ce webinaire post-café du 5 avril sur la thématique de SAP HANA. On va avoir deux présentateurs aujourd'hui. Moi, c'est Jean-François Munoz, je suis le responsable des services chez Forgestic. Il va y avoir Luc Morissette et Harold Paradis qui vont présenter conjointement. Essentiellement, Harold Paradis va présenter ce qu'on va appeler le front-end, la partie visuelle, et Luc Morissette va parler de la partie back-end, la partie plus infrastructure technique derrière, avec les différences majeures entre SQL et HANA. Donc les 9h59, on va se donner encore 2 petites minutes. Je vais simplement mettre sur mute pour donner la chance à d'autres participants d'arriver et on va pouvoir commencer. Ok. Daniel, j'ai une question. Mon nom c'est Luzma. Est-ce qu'il y aura assez que je vois dans mon écran? C'est la première fois que je me connecte. Alors, est-ce qu'il faut que j'ai accès à un écran spécial ou non? C'est seulement pour téléphone. Normalement, vous avez eu un lien. Lorsque vous cliquez sur le lien, il doit télécharger un petit exécutable et vous devez voir sur votre écran un slide qui se nomme Forgestic, poste, café, trucs et astuces. Un moment, excuse-moi. Il ouvre une page web. Ok. Ok. Si vous avez la partie audio, vous devez, à moins que vous ayez composé physiquement sur votre téléphone le numéro de téléphone, vous devez avoir une page web ouverte avec un fond noir avec le logo de Forgestic. Oui, c'est moi. T'appeler John. On va voir si j'arrive à me... Ok, il dit lancer l'application. Oui, Je dis ouvrir le lien, n'est-ce pas? c'est ça. Ouais. Ok, merci. Ok, connected to... Ok. Ok, d'accord. C'est correct, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on va donner encore 2 minutes. Là, il y a environ 13 participants. On va commencer vers 10h et on essaye de commencer maximum 10h05 pour se donner une chance. Là, il est 10h01. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Bon, on va commencer, Harold. Bonjour tout le monde m'entend bien? Oui? Non? Oui, bonjour Robert. Bonjour, est-ce que tout le monde est systématiquement sur mute, Jean-François? Oui, je vois la plupart du monde sur mute là, mais c'est à leur guise, ils peuvent libérer le mute ou pas. C'est bon, fait qu'on leur demandera pas de répondre trop fort. Alors, la première partie de la présentation, comme Jean-François l'a mentionné, sera la partie un petit peu plus technique qui sera faite par Luc Morissette qui est avec nous. Alors, Luc va présenter la partie plus infrastructure technique de qu'est-ce que c'est SAP HANA. Alors, Luc, sans vouloir voler ton punch, je vais te laisser aller. Luc, tu es avec nous? On a-tu perdu Luc? Attends, je regarde. Ouais, je le vois pas connecté. Il s'est poussé. Oui, allô? Bonjour, est-ce que ça va? Oui, là, ça marche. OK. Parce que quand je faisais sur le petit bouton pour faire mute, ça marchait pas. J'ai dû aller cliquer sur l'icône. Donc, bonjour, moi, c'est Luc Morissette. Je suis le spécialiste ANA chez Forgestic.
Il y a d'autres personnes qui travaillent en équipe avec moi là, à supporter les systèmes ANA. Donc, Harold, s'il vous plaît, avance à la prochaine slide. OK. Donc, ANA, c'est pas juste un système de base de données, c'est une plateforme complète qui regroupe plusieurs services. Il y a à l'intérieur un web server où on peut faire directement des applications web qui interactent avec ANA. Il y en a certaines qui servent de ça. Par exemple, l'application B1 Sales utilise. Ici, j'entends pas mal de craquements dans le son. Je peux pas faire grand-chose pour ça pour l'instant. Non, parce qu'on a le même craquage. On dirait que c'est bon. Ça semble OK. Ben, je m'excuse pour les craquements. Donc, il y a toute une partie donc des applications de service. On a une nouvelle interface Fiori, qui est le nouveau style graphique de ANA. On a des graphic modelers pour faire du reporting qui sont là-dedans. Puis il y a toute la partie web server. Il y a plein de services pour traiter les données spatiales, donc géographiques, pour faire des espèces de rapports géographiques. Faire évidemment du graphique, de l'analyse prédictive, de la recherche avancée, recherche de texte, il y en a un paquet. Il y a de l'intégration avec des systèmes, entre autres, quand on parle du Hadoop, là, ça allait s'intégrer à des gros systèmes de big data pour analyser des données. Il y a toutes ces fonctions-là. C'est certain que ça, c'est plus utilisé dans les ANA S4 que SAP Business One, mais il y a toutes ces fonctionnalités-là. Au niveau des database services, on retrouve donc des tables colonnes qui sont plus efficaces là, pour faire de la recherche de données. ANA est très multicore et travaille beaucoup de façon parallèle, donc traite beaucoup de données en même temps. Il compresse aussi beaucoup les données. C'est environ, les données dans ANA prennent à peu près 10% de l'espace qu'ils prennent versus, mettons, SQL. Les dernières versions sont maintenant multi-tenancy. Ça, c'est plus dans un environnement cloud. Mais ça nous permet de faire des environnements complètement isolés l'un de l'autre dans ANA. Ici, c'est très technique, là, du storage multi-tier qui peut être partout. Évidemment, le data modeling, on a tous les outils pour faire du data modeling de style BI directement dans ANA. Là, on a évidemment l'administration, la sécurité, ces choses-là de base. Je ne sais pas ici si vous avez des questions un peu spécifiques sur ce qu'on retrouve un peu dans les fonctions d'ANA. On passe à la prochaine slide dans ce cas-ci. Si on regarde ANA versus SQL. Les principaux avantages, donc, c'est toutes les données qui sont en mémoire qui donnent énormément de vitesse. Quelque chose qui est peu connu, mais c'est une sauvegarde de type Delta. En SQL, quand tu fais une modification, tu crées une commande, n'importe quoi, la commande est tout de suite écrite sur la table, dans la table, et ça crée un lock le temps de l'opération. Quand il y a des gros volumes de données, ben, le problème avec SQL, c'est les locks qui deviennent habituellement, quand SAP devient lent, c'est à cause qu'il y a des locks. Okay? Et de la façon que ANA fonctionne, au lieu d'aller réécrire dans la même table, il va écrire les nouvelles données dans une table qu'on appelle Delta. Il écrit ça à côté. Puis, plus tard, par la suite, il y a une maintenance automatique qui vient réintégrer les deltas dans les données principales à des moments où c'est pas occupé. Et à la même temps, et au même moment aussi, ça refait tous les index et toute la partie maintenance, que c'est complètement automatique dans ANA. Ça, c'est le plus gros avantage d'ANA. Tu n'as pas à faire de la maintenance comme en SQL pour faire des re-index et des choses du genre. Évidemment, si on parle d'un inconvénient de ANA, ça prend de la quincaillerie à la fine pointe, donc des serveurs qui sont habituellement un peu plus dispendieux que l'équivalent en SQL. Par exemple, vous pouvez sans doute pas prendre votre serveur actuel et dire on met ANA. Il faut probablement acheter un nouveau serveur qui serait compatible avec ANA. Prochaine slide. Une migration ANA. On a complété, on a notre premier client qui est maintenant live après une très grosse migration ANA.
il y a une étape additionnelle pour convertir en ANA quand tu fais la procédure. Là. Ça va quand même assez bien. Après ça, ce qui prend du temps, c'est que tous les rapports requêtes, les procédures stockées custom, ils doivent être adaptés à la syntaxe SQL ANA. Puis là, selon le volume de customisation que vous avez, ça peut prendre quelques jours à plusieurs mois. Là. Ça peut être très, très long, tout dépendant du volume que vous avez. Il y a une outil de conversion qui est disponible, qui traduit les requêtes de SQL à ANA, mais évidemment, ça ne fait pas tout à 100%, il reste des interventions manuelles à faire. Maintenant, on tombe dans la partie de Harold. Donc, je te laisse la parole, en espérant que tu ne craqueras pas comme moi. Non, je pense qu'on va tout craquer ce matin. J'ai l'impression que c'est l'outil de présentation là, qui fait ça. Là. Je ne sais pas pour quelle raison. Non, alors, non, tu ne craques pas. Je craque pas, moi, mais je m'entends craquer, c'est drôle. Là. Bon. Ah, OK. OK. Alors, fonctionnalité exclusive à ANA. Évidemment, SAP, depuis déjà quelques années, nous parle beaucoup d'ANA. Et une des façons que SAP, effectivement, on voit que l'investissement, ça se fait de plus en plus sur ANA. Non pas qu'SQL ne sera pas supporté, ils vont toujours supporter SQL, puis ils maintiennent le support SQL. Sauf qu'au niveau des nouvelles fonctionnalités et des ajouts, évidemment, pour que la tendance se maintienne et que les gens migrent vers la nouvelle technologie, ils investissent beaucoup plus et ils donnent des fonctionnalités qui sont exclusives à ce qu'on appelle la base de données ANA. C'est le même SAP, mais avec des fonctionnalités supplémentaires qui développent et qui rendent performantes au niveau d'ANA et qui ne rendent pas nécessairement disponibles au niveau SQL. Ah ben là, je suis rendu à la démo. Je vais minimiser cette fenêtre-là. Je vais m'en aller dans SAP. Alors, vous voyez tous, j'espère, mon écran actuel SAP. Ça, c'est vraiment le cockpit Fiori, comme Luc a discuté tout à l'heure en début de présentation. Le cockpit Fiori, ben, en fait, c'est un environnement qui se veut beaucoup ou très près de les environnements qu'on connaît aujourd'hui avec les iPads, iPhone, les environnements où c'est très contextuel et c'est épuré, puis en même temps, on n'a pas de menu traditionnel. En fait, actuellement, mais vous voyez qu'à ma gauche, je pourrais réavoir mon menu traditionnel SAP. Pour ceux qui sont habitués au menu traditionnel SAP, qui veulent travailler avec ce menu-là, il est toujours évidemment disponible. Tous ceux qui ont activé le cockpit aujourd'hui en SQL, on a comme 3 menus à gauche. Module, le glisser-relier qui existe toujours. Par contre, on a le menu cockpit qui, là, vous comprenez, qui est directement dans l'interface. Quand on parle de cockpit, actuellement, en passant, vous pouvez le modifier, chaque personne peut le modifier si elle a les droits, évidemment, selon ses besoins. Il y a déjà des cockpits définis dans le système que je peux moi-même modifier. Donc, vous pouvez, si j'ai les droits, de prendre le cockpit de vente et le sauvegarder comme modèle et le rendre soit public ou privé, c'est-à-dire que je le garde juste pour moi. Je suis égoïste, je ne veux juste pas partager le module du cockpit, mais par contre, si je le rends public, ben, il devient disponible à tout le monde. Donc, cockpit vente, cockpit achat, cockpit finance, il va se changer en fonction de mon choix. Là, ici, j'ai repris vente, je pense que j'avais déjà celui-là, je vais juste aller à sélectionner un autre. Si je prends par exemple, le cockpit finance, vous allez voir que mon tableau, mon environnement va changer. Donc, à droite, vous voyez les processus financiers qui sont évidemment les encaissements, les décaissements, les écritures de journal, etc. Évidemment, si je n'ai pas la sécurité pour avoir le droit au processus financier, je ne verrai pas ça. Mais ce que ça me permet de faire, c'est une espèce de graphique flowchart normal où effectivement mes encaissements, mes pièces enregistrées, mes décaissements s'en vont en écriture de journal. Et si vous voyez la petite bulle bleue, ça me permet même de consulter des journaux comptables directement, des rapports directement à partir de SAP, directement à partir du tableau de bord. Donc, c'est plus que juste un environnement, c'est même un environnement de travail. Et évidemment, je ne sais pas si je les ai ici, non, je vais retourner dans mon module vente pour vous présenter un petit peu plus de détails. Si je retourne dans mon processus de vente ici, j'ai même mes messages et mes alertes qu'on avait déjà en SQL qui peuvent être dans mon tableau de bord. Puis évidemment, si je voulais, pourrais les monter en haut si je voulais les avoir plus précisément. Et j'ai toujours aussi mes fonctions communes
au même titre qu'on avait dans le tableau de bord, qui me permettent en fait d'aller chercher des menus ici et des draguer dans mes fonctions communes. Une des choses que je trouve super intéressante, puis comment de fois ça nous arrive, par exemple, de commencer un document, puis de se faire déranger par un email, un téléphone, un collègue qui se présente dans la porte, qui dit « Hey, as-tu vu, blablabla, tu changes de menu, tu fermes ton commande, tu reviens. » Alors, ils ont un menu qui s'appelle « Mes dernières mises à jour ». Donc, je peux retourner sur mes dernières commandes, mes derniers décaissements, ce que j'étais en train de faire. Donc, tout simplement, en cliquant ici, SAP garde comme des post-it de ce que j'étais en train de faire. Puis si je veux continuer la commande, ben, je suis absolument rentrer en cliquant sur ma commande 748, puis il me repositionne dans ma commande dans laquelle j'étais en train de travailler il y a peut-être 5, 10, 15, 20 minutes. Dans le cockpit, ce que je retrouve, en fait, c'est ce qu'on appelle des KPI, en français des IPC. C'est pas l'indice des prix à la consommation, mais c'est des indicateurs de performance clés. Les KPI, des Key Performance Indicators. Donc, des Key Performance Indicators, c'est des choses qui me disent, ben, je suis rendu où par rapport à ce que j'avais prévu. Et l'aspect couleur, si vous regardez, j'avais un target de 50, ici, j'ai atteint mon 44. Donc, c'est vous autres qui modulez, là, quel genre de jusqu'où vous considérez que c'est vert, jusqu'où vous considérez que c'est rouge et jusqu'où vous considérez que c'est bleu. Donc, le vert, je suis correct, mais je suis pas super wow. Alors, encore une fois, si je regarde en plus bas, j'ai des indicateurs que mes ventes sont à 652 000. Pourquoi il est en rouge? Ben, mon target est à 12 millions. Je suis pas mal dans le champ, là. Alors que de l'autre côté, mon gross profit, il est à 149, il est en bleu parce que mon indicateur, mon target, ce que j'avais visé dans mon indicateur, c'est 140 000. Donc, c'est vous qui paramétrez ça là, au niveau des targets, etc. Donc, ça permet effectivement, en rentrant dans le système, par le jeu de couleurs, de voir, oups, ça va-tu bien, ça va-tu pas bien, c'est vraiment l'image d'un vrai tableau de bord, comme dans un véhicule automobile. Quand mon aiguille est dans le rouge, il y a un problème, je suis mieux de m'arrêter parce que je vais brûler le moteur. Donc, c'est l'indicateur de performance vous montre comment la business va et sur quoi vous devriez travailler. L'autre élément, en plus des indicateurs des KPI, j'ai aussi ce qu'on appelle des comptes widgets, des compteurs. Donc, lui, ce qu'il me dit, encore une fois, c'est que j'ai 37 commandes ouvertes, j'ai 37 factures actuellement qui ne sont pas encaissées. J'ai 43 commandes qui ne sont pas livrées. C'est normal. Ça m'apparaît beaucoup. Fait que si je veux voir qu'est-ce qui se passe, en cliquant sur le 43, à la SAP, j'ai la liste de mes commandes, toujours avec le golden arrow, la flèche jaune-orange, dépendant des couleurs qu'on voit. Donc, j'ai la flèche orange pour aller effectivement consulter cette commande-là, puis aller voir c'est quoi la date de livraison du 26 décembre 2018. Elle n'est pas livrée, elle n'est pas facturée, il y a un méchant problème. Donc, à rigueur, évidemment, je suis rendu dans la SAP. Si je suis capable, je pourrais la facturer et la livrer. Évidemment, ce n'est pas mon rôle comme gestionnaire à l'interne d'être le livrer, là. Je vais laisser ça aux gens d'entrepôt. Vous comprenez que mon tableau de bord actuellement me permet de faire une visualisation, me permet de faire des opérations, me permet d'avoir des flags, me permet de consulter mes dernières transactions. Et si je voulais faire des modifications, ben, je fais le petit crochet ici si j'ai les droits de le faire. Puis je pourrais déplacer mes tableaux. Je pourrais décider d'en ajouter. Et en parlant d'ajout, SAP fournit déjà à la base tous ces documents-là, tous ces indicateurs-là. Il y a des tableaux de bord, il y a des indicateurs de performance, les KPI, il y a des objets de gestion, il y a des workbench et je pourrais aussi ajouter un navigateur, entre autres le site web de la compagnie, si je voulais avoir un site web de la compagnie pour aller consulter peut-être des produits qu'on a listés sur le site web. Donc, tous ces indicateurs-là peuvent être ajoutés tout simplement en cliquant le petit X, le petit plus ici. Je vais ajouter mon taux de livraison ponctuel. Très, 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 très simple. Et je pourrais même en bâtir des nouveaux. Encore une fois, j'ai les droits. Et ces tableaux de bord-là, ou ces indicateurs-là, ces outils de performance-là, évidemment, pour ceux qui connaissent déjà SAP, sont attachés, peuvent être attachés à des requêtes qu'on fait directement dans SAP. Et que ce soit ANA ou que ce soit SQL,
Pour ceux qui ont travaillé un petit peu avec le gestionnaire de requêtes, ben, c'est le même type d'outil. SAP va faire les liens entre les tables, que ce soit ANA, que ce soit SQL, ils travaillent de la même façon. Donc, ceux qui sont déjà familiers avec cet outil gestionnaire de requêtes-là ou de génération de requêtes-là, vous allez être en mesure d'en faire et vous allez être en mesure après de les connecter sur vos indicateurs clés, sur vos tableaux de bord et de les ajouter et de les rendre disponibles à qui vous voulez, toujours en fonction des droits. Tout à l'heure, mon ami Luc a parlé de recherche. En passant, ces indicateurs-là, oui, c'est vrai, ces indicateurs-là, si je veux vous faire une démonstration, ces indicateurs-là, on peut aussi décider, excusez, je vais m'enlever dans mode mise à jour pour que ce soit plus clair. Je pourrais décider, par exemple, certains outils comme les top meilleurs items, etc., que j'ai dans mon... Je pourrais décider que ces items-là, je les rends disponibles dans des fenêtres d'SAP. En l'occurrence, si je regarde ici dans ma commande, je vais chercher un client quelconque, je suis capable effectivement parce que... je vais essayer de tasser WebEx. Parce que j'ai demandé à SAP de mettre mon indicateur de performance. Donc, j'ai demandé dans SAP, en fait, quand j'ai créé mon indicateur de performance, je lui ai demandé de l'ajouter dans la fenêtre des commandes clients. Parce que je veux que mes utilisateurs, quand ils commandent, ça n'a rien à voir avec les clients, mais je veux que quand ils commandent des items, ils voient mes meilleurs 9 vendeurs. C'est un choix que j'ai fait. Vous comprenez que ces indicateurs-là sont sur le tableau de bord, mais peuvent aussi être imbriqués, insérés dans des documents SAP. Et ça se fait très, très facilement. L'autre chose qu'ils ont ajouté avec ANA, c'est un peu du Amazon, que je pourrais dire, là, c'est que recommandation pour ce client, c'est quoi? C'est que ce client-là achète ces produits-là régulièrement. Donc, si je parle à mon client au téléphone, je suis capable de dire, écoute, pendant que j'y suis, là, tu veux-tu avoir ton 2140? Oui, donc, envoie-moi en 4. T'sais. Alors, tu peux en ajouter à la volée et un peu à l'Amazon, comme je vous dis, il vous donne les derniers achats du client. Et ici, en bas, on n'a pas assez de statistiques actuellement dans la base de données, c'est dommage, mais ça pourrait aussi faire, encore une fois, un peu à l'Amazon, c'est que les clients qui achètent ces produits-là ont aussi acheté ce produit-là. Donc, faire un peu du cross-sale, en fait. Donc, ça, c'est des fonctionnalités et c'est ce qu'on appelle souvent de l'intelligence d'affaires qu'on rencontre dans les outils comme les sites web comme Amazon, etc. Donc, qui permettent de sniffer ce qui se passe dans les systèmes avec les clients et de dire, wop, quand ils achètent ça, d'habitude, ils achètent ça. Vous êtes déjà sûrement familier avec ce processus-là de toute façon, mais bonne nouvelle, c'est maintenant imbriqué, inclus dans l'intelligence d'affaires de SAP avec la version ANA. Luc parlait de la recherche. Évidemment, comme la base de données est en mémoire vive, la recherche ici, que je peux faire dans SAP, non seulement il y a une mémoire, mais il y a de l'historique. Donc, je peux dire, qui m'appelle et il me dit, je t'ai fait un paiement de 48 piastres, il me semble que je les vois encore sur mon état de compte, qu'est-ce qui se passe? Il ne me donne pas de numéro de chèque, il ne me donne rien, ben, je peux rechercher directement en disant, c'est bon, mon ami, il m'a cherché 48, moi. Évidemment, là, la base de données est en mémoire vive. Regardez, il cherche partout. Et encore une fois, il me l'affiche un peu à la Google, donc il me permet effectivement de passer vis-à-vis avec le mouse over, puis là, ouais, je vois que mon 48 piastres est là. C'est sûrement pas une facture fournisseur, c'est sûrement pas une réception de marchandises. Par contre, ben, si je suis brillant moindrement, je suis capable de le filtrer ici en disant, ben, je vais aller dans mes encaissements. Puis si je m'en vais dans les encaissements, ben, c'est sûr qu'en consultant mon encaissement, je vais être en mesure d'aller vérifier si effectivement le fameux 48 piastres est à quelque part là-dedans. Puis il est sûrement quelque part là-dedans, mais je suis juste pas capable de vous le montrer ici. Mais si je m'en vais partout ailleurs, voyez-tu, il highlight tout le 48.00 qu'il a trouvé partout. Donc, c'est pas juste le chiffre 48, c'est à toutes les places où il y a vu 48.00. Donc, le client peut vous appeler en vous disant, je t'ai fait un chèque 2244, tapez 2244. Le système va chercher partout, et je vais être en mesure de le retrouver assez facilement. Donc, cette recherche-là intelligente, c'est très fort. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire actuellement ou qui ne se fait pas nécessairement actuellement en SQL. Il faut que SQL travaille sur les documents, en fait, les numéros de documents SAP, et non pas sur la base de données complète. Autre chose qu'il a ajouté, il y a du menu dans SAP, vous l'avez tout constaté, mais là, aujourd'hui, il y a aussi dans le menu la recherche qui me permet de dire, donne-moi tout ce qui est client. Bang! Encore une fois, un peu à la Google, il m'a ciblé tout
que je retrouve dans le menu des SOP qui est en rapport au client. Donc, si je cherche chèque, ben c'est sûr que ça va être plus facile de trouver l'analyse des chèques. Puis, enfin, encore une fois, je vais m'avancer directement dans le menu des SOP. Et c'est très, très, très dynamique. Et en passant, si je le laisse là, il va rester là tout le temps. Fait que c'est important de le flusher pour retrouver ses menus. Donc, cette recherche intelligente-là, non seulement dans la BD, mais la recherche intelligente est rendue aussi imbriquée dans le menu natif des SAP. Dans les autres nouveautés, il y a ce qu'on appelle un outil de planification des livraisons. Il appelle ça du Available to Promise. Ça fait quoi ça du Available to Promise? Ben, éventuellement, je fais une commande à mon client ici qui en voulait 225. Là, pour le bien de la cause, je vais passer une nouvelle commande à 230. Puis là, il me dit, wow, mon ami, tu peux y en livrer le 15-04-195, tu peux y en livrer 16-04-29, mais il y a peut-être des gens en avant de lui qui ont des livraisons possibles. Tu veux-tu les réserver une autre date pour ceux que tu viens d'ajouter? Non, je confirme, je maintiens la ligne dure. Je vais absolument livrer tout ce que je peux y livrer pour la date qui est ici du 15-04. Puis si je veux voir les conflits que j'ai, ben, je peux carrément tout simplement highlighter mon produit et aller voir quel est le conflit que j'ai avec ce produit-là. Fait que là, ce que le système me dit, c'est que les 225, les 230 que tu y as promis, le 15-04, tu ne seras pas capable d'y livrer. Il m'en manque, là. Je n'ai rien que 225 disponibles. Par contre, il me dit, tu as d'autres commandes dans lesquelles tu as de la livraison. Lui, il est déjà en retard, 11-04. En principe, tu devrais y passer tes 11. Mais en même temps, je connais ce client-là, puis il est capable de tolérer un certain délai. Fait que je pourrais dire, ben, OK, je vais y enlever ces deux à lui. Je suis encore en rupture. Là, lui, ben, je vais l'appeler et il va dire, écoute, je vais t'en livrer 180, tiens. Puis là, ben, automatiquement, faisant ça, je suis en mesure de combler ce que j'ai besoin de livrer à mon client. Donc, je suis capable de. Puis si je veux aller voir, c'est évidemment pourquoi le comportement est comme ça, ben, je suis capable d'aller voir mon produit et dire, ben, il y en a 199 disponibles, il y en a 5 de réservés, il y en a 5 à venir, il y en a 225 qui vont entrer le 16-04. Donc, c'est pour ça que je vais être capable de livrer à partir du 16-04. Donc, j'ai la vue de ce qui se passe avec mon produit. Ça me permet de prendre une décision d'affaires, à dire je privilégie mon client, effectivement, j'y en livre ces 230. Bon, je fais mal à d'autres, mais en même temps, je suis capable de dire, ben, je prends notre client, puis je suis capable de le commander. En passant, je pourrais l'appeler client. Pourquoi? J'ai ajouté, je ne sais pas si vous voyez le bas de mon écran complètement, ça se peut que vous ne le voyez pas. Il y a 4 nouveaux champs qui ont été ajoutés ici, et moi, ce que j'ai volontairement fait, c'est que quand je rentre dans une commande client, je demande à SAP d'afficher le montant que le client me doit et sa marge de crédit. Et ça, comment j'ai fait ça? Ben, c'est une fonctionnalité qui est aussi nouvelle, qui me permet d'aller dans mon client, sélectionner un champ en tenant le contrôle, puis en le descendant carrément dans ma vue ici. Donc, je suis capable de dire, pendant que je fais une commande, affiche-moi donc comment est-ce que le client me doit, affiche-moi donc c'est quoi sa marge de crédit, puis en même temps, selon le contact que j'ai ici, Jeff, je lui demande de me mettre son email et son numéro de téléphone. Donc, à partir de mon ATP, ici, ce que je suis en train de faire, je suis en train de dire, je vais aller voir dans ma commande directe, je vais aller voir c'est qui le contact associé à la commande, puis je vais y passer un coup de fil ou je vais y envoyer un email pour lui dire, hey Jeff, écoute, ta commande de 196, là, je vais être capable de t'en choper 180, pas plus. Es-tu correct avec ça? Je m'excuse, ben, c'est beaucoup. Fait que là, je suis capable de prendre une décision de spot, je suis capable d'aller créer une activité, une nouvelle activité pour lui dire, j'ai parlé à Jeff, mon ami, puis voici pourquoi je te ship 180, puis il est d'accord avec ça. Donc, cet outil de planification des Available to Promise est aussi un outil nouveau qui est apparu, qui est disponible avec la version ANA et qui permet de donner une flexibilité, une polyvalence certaine et simple à faire au niveau de la gestion parce que c'est pour l'avoir déjà vécu, là, quand tu rentres dans un conflit de livrable, pas livrable, là, aller sélectionner, aller voir qui a des commandes en cours présentement, que j'ai fait des promesses de livraison, c'est pas nécessairement évident. En fait, ça requiert pas mal de recherche. Bon, là, on l'a direct out of the box à l'écran.
Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde voit bien, m'entend bien? Je vais juste prendre une petite pause juste pour confirmer. S'il y en a quelques-uns qui peuvent juste me confirmer que tout est correct, que je vais continuer au même rythme et de la même façon. Ça va? Oui, c'est correct. Oui, ça va. OK. Merci. Dans les autres features, nouveautés, fonctionnalités ANA, il y a un outil que moi je trouve comme CPA très intéressant, évidemment, que j'aimerais bien avoir sur mon tableau de bord. J'aurais bien aimé avoir dans mes années de contrôle. La prévision des flux de trésorerie. Ce qu'on appelle le fameux cash flow. À la base de SAP, bon, il me dit dans les 6 prochains mois, voici le cash flow, comment ça va se comporter. Ce qui est en vert, c'est on voit en haut de la légende, là, des totales entrants, c'est le bleu, c'est le fun. Il va rentrer 127 000 total sortant, par exemple. Il va sortir 580 quelques mille. La ligne jaune, en théorie, c'est mon niveau de liquidité. Donc, si la tendance se maintient à partir d'octobre, on va être sur la marge de crédit assez solide. Si vous voyez juillet, août, septembre, ici, évidemment, c'est en fonction des 6 premiers. Je peux ratisser ma courbe et dire, on va aller voir jusqu'au 1er août. Comment ça va se comporter? Puis, ce que je m'aperçois, c'est qu'effectivement, je suis en mode d'encaissement, mais là, je m'en vais de plus en plus dans le taux. Là. Puis là, j'ai ici une grosse sortie de fonds. Puis là, si je veux voir c'est quoi cette sortie de fonds-là, ben, j'ai juste à cliquer dessus, puis je vais dire, hop, c'est quoi ce chèque-là? J'ai un chèque post-daté pour une facture de 1 330 000 de 656 000. Ouais, fait que là, il faudrait bien que je prévoie quelque chose à faire avec mon équipe de vente pour dire, allez me chercher des revenus, allez me chercher des ventes, parce qu'on va être dans le trouble. À la semaine numéro 29 ici, on va être dans le trouble éventuellement quelque part à la fin juillet. Donc, cet outil-là me permet en plus de dire, de configurer c'est quoi que je veux, c'est quoi mon niveau de certitude, puis c'est quoi que je veux inclure dans mes cash flows. Donc, admettons que je dis j'ai des contrats-cadres, peut-être effectivement. Un contrat-cadre, dans le fond, ceux qui connaissent effectivement SAP, les contrats-cadres n'ont pas changé. Un contrat-cadre, c'est un engagement soit avec un client ou avec en fait, c'est un engagement avec un fournisseur ou c'est un engagement d'un client qui s'est engagé sur une période annuelle ou peu importe, d'une façon trimestrielle, à acheter chez nous un certain volume, et c'est la même chose au niveau des achats. Un contrat-cadre, ça peut être un engagement que j'ai avec un fournisseur, que je vais acheter un certain volume d'informations, d'articles, ou un certain volume de services, peu importe. Fait que là, ici, mes contrats-cadres ne sont pas tenus en compte. Un contrat-cadre, c'est un engagement qui est normalement assez formel parce que j'ai des prix ou des escomptes ou des prix spéciaux qui sont probablement associé à mon engagement. Si je me suis engagé à en acheter 1000, le fournisseur va me dire, oui, tu vas en acheter 1000, je vais faire ce prix-là à condition que tu t'engages à en acheter 1000. Donc, ça peut être une certaine forme d'engagement financier également, évidemment. Donc, si je dis, mets donc mes contrats cadres là-dedans dans mon cash flow, qu'est-ce que ça change? Puis là, je vais m'apercevoir qu'il ne change rien. Pourquoi? C'est parce que probablement que dans mon niveau de tolérance, mon niveau de certitude ici, parce que je décide qu'est-ce que je veux avoir dans mon niveau de certitude, donc je suis capable de dire, par exemple, qu'un acompte, voyez-vous, ce qui est très, très sûr, c'est ce que j'ai en caisse, ce que je décaisse, puis les comptes de caisse. Ça, c'est très, très sûr au niveau de mon cash flow. Par contre, les cartes de crédit, c'est pas mal sûr que je ne perdrai pas d'argent avec ça. C'est pas mal sûr au niveau des liquidités. Les chèques, pour moi, c'est un niveau de certitude 3. C'est une décision que j'ai. Mes factures clients, ça se peut que j'aie des write-offs à faire. J'ai des avoirs clients qui sont des crédits. J'ai des factures fournisseurs. C'est sûr qu'une facture fournisseur, je vais être obligé de la payer. Donc, ça fait partie des niveaux de certitude. Par contre, un avoir fournisseur, je peux le contester. Je pourrais décider que ça, c'est un niveau de certitude 4. Excusez. Je pourrais décider ça, je le transfère dans un niveau de certitude 4. Donc, je détermine mon niveau de certitude qui va me permettre d'influencer effectivement mon cash flow. Ici, il n'a pas bougé. Par contre, si je m'en vais à mon niveau de certitude final, là, vous allez voir que normalement, il devrait bouger. Effectivement, il a bougé parce que mes contrats-cadres, je les ai mis comme un niveau de certitude assez inférieur, c'est-à-dire que je ne suis pas nécessairement engagé à temps plein, vraiment tant que ça avec mon contrat-cadre. Et ce que ça me dit, si mon cash flow baisse comme ça, ce que ça me dit, je vois ma ligne de cash flow, qui est ma ligne d'encaissement qui diminue de temps, ce que ça me dit, c'est que j'ai des contrats-cadres d'achat qui n'est probablement pas des contrats-cadres de vente. Donc, je n'ai pas de clients qui se sont engagés parce qu'il y aurait eu l'impact inverse au niveau de mes contrats-cadres de vente. Donc, cet outil-là, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet effectivement de
voir dans le temps qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cash flow. Ça me permet de déterminer certains niveaux de certitude jusqu'où je suis confortable avec le cash flow. Et évidemment, je pourrais ajouter mes écritures récurrentes, mes écritures périodiques. C'est peut-être moins pertinent au niveau du cash flow. Mais c'est un outil, moi je trouve que quand on apprend à travailler avec, là, qui peut être très intéressant. Tu sais, je pourrais, par exemple, décider de regarder juste mes entrées de liquidité, voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon cash. Hop, je vois ce qui va. Évidemment, je suis en train de fausser la réalité. C'est pas vrai que mon cash va être comme ça. Par contre, je vais voir mes grandes lignes d'entrée d'argent. Puis je m'aperçois que j'ai un trou à quelque part dans la semaine, entre la semaine 15 et la semaine 17. Donc, pourquoi j'ai pas aucun cash qui est prévu de rentrer là? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben là, tu sais, je peux aller voir tout ce qui va rentrer normalement au niveau de cette. Donc, la capacité de forage est également là. On va mettre ça normal pour pas se faire de faux joie. Et voilà. Donc, évidemment, vous comprenez que je peux jouer sur le délai, je peux jouer sur le temps, et en fonction de mon confort et en fonction de ma capacité à prévoir. Et jusqu'à où je peux planifier. Alors, outil de cash flow, standard inclus avec la version ANA, très intéressant et qui me permet effectivement de peut-être avoir une vue, encore une fois, globale, centrale de ce qui se passe avec mes liquidités. Est-ce qu'il y a une question? J'ai entendu quelque chose? Non, c'est correct. OK. Autre nouveauté dans la version ANA, on parle dans la planification du fameux module de prévision. Quand on fait du MRP, ceux qui travaillent avec le matériel Requirement Planning, la planification des ressources matérielles. On peut aussi, dans les ressources matérielles, dire au système, va me chercher tout ce que je devrais acheter en fonction des commandes clients qui sont rentrées, en fonction des demandes d'achat qui sont faites, en fonction des commandes de production. Ceux qui ont travaillé un peu avec le MRP, ils passent la gratte à travers tous les documents d'SAP que je vais évidemment choisir. Mais il y a aussi un onglet qui s'appelle Prévision. Et normalement, c'est réservé en fait à notre équipe de vente. On dit à notre équipe de vente, êtes-vous capable de me prévoir, de me faire une planification de vos ventes? Normalement, ils devraient, parce que si on peut de faire ça, c'est pas une vraie équipe de vente. Êtes-vous capable de me prévoir quelle sorte de plan budgétaire, de commitment que vous pouvez me faire au niveau des ventes par article, par client? Êtes-vous capable de me faire une prévision? Donc, normalement, l'équipe de vente, un tableau de prévision, évidemment, si je m'en vais dans SAP, un tableau de prévision, ça peut se faire comme vous le savez, je peux copier la table, aller la faire en Excel, ce qui est un outil super intéressant au niveau des prévisions, mais je peux aussi générer des prévisions à partir de SAP. Donc, je peux demander à SAP de me générer des prévisions ici, à droite, des prévisions de base qui va me dire, il va me chercher en fonction des ventes les prévisions de base, mais il y a une nouvelle aussi qui s'appelle les prévisions intelligentes. Prévisions intelligentes, et je peux me faire des modèles en passant. Vous avez compris, je m'en suis fait un modèle ici, un modèle de prévision intelligente qui me permet effectivement de dire pour cette plage d'articles-là, excusez, je vais le loader, pour cette plage d'articles-là, planifie-moi 2020, ce qui est en jaune orange, en fonction de l'historique de 2018 et 2019. Fait que là, ici, j'ai été évidemment une plage de 200 jours d'historique. Donc, je suis parti des 200 derniers jours. Et là, c'est item par item. Le système va me faire une planification en fait, en fonction de ce qui s'est passé au niveau des ventes. Puis là, évidemment, là où on peut jouer, c'est que dans la méthode de calcul actuelle, SAP nous a ajouté 2 méthodes qui sont des méthodes intelligentes. Je ne suis pas en mesure de vous dire qu'est-ce que ça représente. Avec une recherche Google, vous allez être en mesure de savoir le TESM et LRDTSA. Ce sont des techniques de planification qui sont sûrement connues, dans lesquelles vous comprenez que alpha, bêta, gamma, ça doit être des facteurs qu'on ajoute pour que le système réagisse d'une façon différente en fonction de la méthode de planification. Donc, si je change ma méthode de planification, vous voyez que ma courbe a baissé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une courbe l'année passée et probablement que cette méthode-là
atténue les variations trop importantes. Donc, c'est une méthode de planification intelligente qui va permettre de non seulement se servir de l'historique, mais atténuer certains pics qui sont des fois des pics peut-être anormaux. Je pense que même normalement, tantôt ça a fonctionné. Vois-tu ma quantité de 303? Je suis normalement en mesure, excusez, là, c'est peut-être Webex qui nous dérange dans l'interface. Normalement, je suis capable d'atténuer moi-même des pics. Non, oh, excusez, c'est moi, c'est vrai. Faut que je vais atténuer mes pics des années précédentes pour dire cette historique-là, là, n'est pas nécessairement bonne parce que je me souviens que l'année passée, quelque part au mois d'août, juillet, c'est une grosse commande qu'on a reçue d'un client, mais qui n'arrivera plus. Donc, atténue ce fameux pic-là. Et là, vous allez comprendre qu'évidemment, normalement, il aurait dû modifier effectivement mon estimé ou ma prévision en fonction de mon pic. Là, il n'a pas réagi à mon goût. C'est probablement une erreur du pitcher. Une fois que je suis content de ces données-là, bien évidemment, ça, c'est l'ouvrage d'un acheteur. Ça, c'est vraiment l'ouvrage d'un acheteur là, ou de l'ouvrage d'un vendeur. L'équipe de vente qui est en mesure de travailler ça, une fois qu'ils sont contents, bien, ils sauvegardent, ils ferment. Et là, en faisant ça, bien, ça va venir nourrir mon tableau ici. S'il n'est pas à mon goût complètement, bien, vous comprenez, je fais copier table dans Excel puis refaire d'autres ajustements là-dedans. Évidemment, ici, pourquoi mon tableau n'est pas plein partout? Bien, c'est parce qu'il est allé chercher des ventes des années précédentes. Et ça veut dire que je n'ai pas eu de ventes dans ces systèmes-là des années précédentes. Mais si, normalement, mes systèmes sont tous actifs et il y a tout eu des ventes dessus, bien, normalement, le tableau s'auto-nourrit par mes prévisions qui soient automatiques, qui soient statiques en fonction des ventes de l'année passée, qui soient intelligentes en fonction de certains paramètres, en fonction de 2 nouvelles méthodes. Et après ça, ben, je peux quand même, je suis en mesure de faire du copier-coller, aller faire d'autres ajustements si je veux, ou carrément, évidemment, faire mes ajustements dans la table directe, on comprend. Mettre ça à jour. Et évidemment, ces prévisions intelligentes-là deviennent disponibles lorsque je fais ma planification ou je fais mon assistant de planification, c'est-à-dire mon MRP. Donc, quand je vais chercher mon MRP, je vais dire, OK, va me chercher toutes mes prévisions, va me chercher ma planification que je t'ai dit et ajoute-moi effectivement mes prévisions multiples. Donc, ma prévision 2020 que j'ai faite là, je pourrais même l'ajouter et ajouter cette prévision-là à ma planification d'achat. Évidemment, je pourrais choisir d'autres planifications. Vous comprenez le principe, ceux qui ont joué avec les MRP. Donc, ce qui est nouveau avec ANA, c'est pas nécessairement les MRP, mais c'est la capacité d'avoir des prévisions de vente plus intelligentes avec des méthodes de calcul plus complètes. Encore une fois, est-ce que c'est rendu possible? Encore une fois, ces méthodes de calcul-là et ces mathématiques-là, évidemment, pourquoi ANA versus SQL? Est-ce que, enfin, avec la performance de la base de données en mémoire d'ANA, comprenez que c'est des choses qui se font beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement avec ANA. Et c'est probablement pour ça, effectivement, que, entre autres, que ces outils-là sont standards dans la version ANA. Autre élément qu'ils ont ajouté, ça c'est encore une fois super intelligent, c'est le Report et Analysis interactive. Ça, c'est un paquet, comme le disait Luc tout à l'heure, un paquet de cubes pré-mâchés, des cubes de données qui sont déjà pré-mâchés, éventuellement que vous allez être en mesure d'en faire des nouveaux, mais ils sont déjà là dans ANA. Entre autres, quelque chose d'aussi simple qu'une créance irrécouvrable. Si je clique dessus, ce que le système fait, normalement, il me rouvre Excel et il m'amène carrément dans une espèce de pivot table avec tous les champs déjà mâchés et ça me permet rapidement de faire, en fait, de sélectionner les champs que je veux analyser. Par groupe de fournisseurs, par exemple. Donc là, je veux simplement, rapidement, aller voir un graphique qui me dit qui c'est qui me doit de l'argent et qui c'est qui me paye le plus mal.
Ça semble que les distributeurs, les groupes high-tech ont plus de misère que les autres. Par contre, les customers de base, effectivement, les autres paiements, et les gars de construction sont corrects, et nos commissions scolaires sont moins de recevables. En fait, ça ne veut pas dire qu'ils ne payent pas bien, on s'entend. C'est le nombre, c'est le niveau des recevables. Encore une fois, si je voulais y aller par mois, là, en laissant mes clients, vous comprenez, c'est une table de pivot. Là, je vais probablement faire un graphique qui est trop complet ou trop d'informations. Donc, évidemment, ce que je ferais tout simplement, j'enlèverais mes business partners pour aller voir carrément mon âge des recevables en fonction de moi. Donc, je vois ma courbe de recevables. Ces informations-là sont aussi ici, évidemment, à votre droite, comme une table de pivot, évidemment, régulière. Donc, ces outils-là, encore une fois, c'est une des multiples fonctionnalités. Là, si j'analyse, par exemple, analyse des ventes par document, vous comprenez le principe, c'est déjà des cubes qui sont bâtis, qui ouvrent Excel automatiquement. En passant, mon fichier Excel, et si j'ai les droits, est connecté live sur la BD. Donc, si je le sauvegarde et je l'envoie à quelqu'un, si je le sauvegarde et je l'envoie à quelqu'un qui a accès à la base de données SAP, bien, ces données-là vont se rafraîchir automatiquement à l'ouverture du fichier. Là. Donc, mes ventes nettes. Mes ventes nettes que je vais analyser par groupe de partenaires. Là, je vais peut-être voir un lien avec mes recevables de tout à l'heure. Comprenez que j'analyse à peu près les mêmes genres de données. Et effectivement, ça ressemble à ma courbe de tout à l'heure. Par contre, mes constructions ont moins acheté, mais ils ont plus de recevables. Bref, ça me donne peut-être un indicateur. Mais par contre, si je veux aller un petit peu plus loin, je veux dire, ben, j'ai pas mal de champs déjà d'ajouter dans le système. Ça peut aller, je peux y aller par corps si je voulais. Et encore une fois, par corps, je vais peut-être tout simplement dire on va enlever nos business partners parce que je n'analyse pas nécessairement. Voyez-vous, c'est comme n'importe quel tableau croisé dynamique. Il faut faire attention à l'information qu'on popule. Là, je vais peut-être enlever juste mes business partners pour aller voir comment mes corps de vente vont. Là, ce que je m'aperçois là-dessus, c'est que Q1, Q2, Q3, Q4, on ne s'en va pas s'améliorer tout le temps. Ça baisse. Pourquoi ça baisse? Ben, j'ai peut-être une réponse un peu plus loin. Pourquoi ça baisse? Je vais aller voir c'est qui mes vendeurs. Mais 16 employés, qui c'est qui marche, qui c'est qui ne marche pas? Là, j'ajoute tout simplement à mon tableau mes employés. Puis là, bien évidemment, ça peut être étourdissant, donc je vais peut-être aller sortir mes corps et aller voir mes employés qui marchent plus que d'autres. Mes employés, évidemment, mes 16 personnes. Puis là, ben, il y a un étrange qui s'appelle No 16 employés qui, lui, semble marcher. Par contre, je m'aperçois que Brad fait sa job et que le sales manager fait sa job. Par contre, il va falloir que je parle à Sophie. Encore une fois, ces tableaux-là, sont déjà pré-mâchés, puis ils gagnent à être connus, effectivement. Ils gagnent à être analysés et connus. Et ça fait partie des choses. En passant, on en a au niveau financier aussi. Donc, une analyse de budget par cost center. Je suis capable aussi d'analyser, là, je pense que j'en ai pas dans cette compagnie-là, là, mais je suis capable d'analyser effectivement un budget par centre de coût. Puis encore une fois, il y a matière à développement. On en a pour les inventaires, les achats, les ventes, évidemment, puis le CRM. Sales opportunity, c'est un autre qui est souvent utilisé. Une opportunité de vente. Oh, ici, c'est pas le même genre de graphique. Il manque peut-être quelques outils ici sur mon laptop, excusez. Oh, ben non, c'est pas. Et voilà. Sales Report Opportunity, ça c'est une autre forme de vue, c'est une autre forme de graphique qui est générée. Ça, c'est pas un tableau croisé dynamique, c'est vraiment un listing. Donc, il y en a pour tous les goûts, je pense. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ces outils-là, cet outil d'analyse-là vient out of the box et il permet effectivement avec Excel, qui est maintenant illimité au niveau des lignes, de cruncher bien de l'information puis d'amener ça dans un tableau de croisé dynamique qui, encore une fois, me donne une vue pas mal plus facile et visuelle. Et tout le monde connaît Excel et aussi il est portable. Bien, évidemment, je pourrais sauvegarder sous, l'envoyer à quelqu'un qui pourrait, s'il a accès à SAP, le réouvrir et s'en servir en le rafraîchissant. Essentiellement, il y a d'autres
petite chose que je n'ai pas nécessairement focusé, c'est vraiment les avancées principales avec la version ANA. L'autre chose que peut-être on n'a pas discuté au niveau d'ANA, dans les nouveautés, évidemment, c'est la possibilité aussi d'avoir une licence à cette heure comme il y a une licence mobile pour ANA. Donc, historiquement, avec SAP, la version SQL, on avait effectivement un outil mobile, un outil qui s'appelait SAP Mobile. Par contre, cet outil-là avait besoin d'être connecté en temps réel tout le temps sur Internet pour voir les informations et il nécessitait que l'utilisateur ait une licence SAP Limited CRM minimum ou limited logistique pour avoir accès à ça. Donc, vous deviez acheter une licence limited pour avoir automatiquement l'application mobile. Avec la version ANA, SAP a ouvert la porte à avoir une licence mobile unique simplement. Donc, je peux avoir ma licence mobile pour l'équivalent de 700 quelques dollars. C'est pas très cher. Mais par contre, ça me permettrait à mon équipe de vente de travailler avec l'outil mobile. Et en passant, cet outil mobile-là peut être on et offline, ce qui est intéressant. Et cet outil mobile-là est beaucoup moins dispendieux qu'une licence d'SAP native au niveau limited. Donc, ça permet peut-être de déployer l'outil mobile à mon équipe de vente sans que nécessairement mon équipe de vente ait accès à SAP directement avec l'application. Ça fait le tour pour ma part. Si vous avez des questions, je pense que Jean-François, c'est la période des questions qui peut débuter immédiatement. Oui, absolument. Une licence par vendeur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, j'en ai une par chat qui dit est-ce que c'est une licence pour les vendeurs ou c'est une licence par vendeur? Le 700$, c'est par vendeur. Ça ressemble à quel coût faire l'implantation de la licence ANA, de faire le switch de SQL vers ANA? En fait, il faut vraiment l'évaluer. Comme je disais tout à l'heure, il y a un outil de conversion. SAP a un outil de migration. On s'ostine un peu sur le terme. Là. Moi, j'ai tendance à penser que c'est une conversion, mais SAP utilise le langage migration, mais en réalité, outre la migration physique de la base de données, ça, SAP a le même outil qu'on avait dans le temps. Mais comme Luc disait, si vous avez des requêtes SQL, beaucoup de requêtes SQL, il faut passer à travers ces requêtes-là et les convertir avec le langage ou le script ANA qui ressemble beaucoup à du SQL. Et il y a un outil, effectivement, comme Luc le mentionnait tout à l'heure, qui permet de convertir peut-être 75% des requêtes simples SQL. Par contre, à l'intérieur des formulaires, les factures, les bons de commande, il y a aussi souvent des requêtes qui sont des requêtes SQL on doit toucher au formulaire. Donc, on doit s'assurer que le formulaire fonctionne toujours bien ANA. Écoutez, ça peut, comme Luc disait, ça peut être très, très simple. Si vous n'avez pas beaucoup de personnalisation, ça peut être très, très simple. Comme ça peut être un peu plus compliqué, dépendant du niveau de personnalisation. Ça, c'est notre équipe de vente avec les équipes de consultants qui peuvent aller évaluer en fonction de vos persos, quelle sorte de projet, dans quelle sorte de projet on peut évaluer en fait dans votre migration. C'est très, très, très difficile à prévoir. Une petite question concernant, j'ai raté les 5 premières minutes, donc je suis désolé si ça a été couvert. Est-ce que l'outil Crystal Report est toujours existant dans cet environnement-là? Oui. Et est-ce qu'une partie en fait des rapports un petit peu complexes de Crystal Report peuvent être intégrés directement dans l'interface de Fiori? C'est une... Luc, as-tu la réponse à ça? En fait, je vous dirais, j'aurais tendance à vous dire, peut-être par les modèles, je pourrais toujours effectivement ici m'en aller dans l'état des nomenclatures, l'ajouter dans mes fonctions communes. Si je le génère à partir de ma fonction commune, évidemment, ça va réagir de la même façon que... Puis en fait, c'est pas ça c'est un formulaire SAP. Éventuellement, dans mes rapports, c'est une bonne question parce que dans mes rapports que j'appelle les rapports standards, j'en ai-tu ici? Je ne sais pas, j'en ai dans ma base de données. Si vous aviez ajouté des rapports, à mon avis, au même titre que je rajoute une fonction commune, je devrais être en mesure d'ajouter un rapport cristal que j'ai ajouté dans mes états et rapports personnalisés. Là.
Parce que Excuse-moi, la demande, ça serait plutôt, je pense, de voir le résultat de comment avoir un KPI ou un écran qui serait ton rapport cristal. C'est ça, je pense, que tu demandes. Hein? est-ce que c'est ça la question? Et j'imagine que il y a certains rapports Crystal qui peuvent être directement supprimés à travers les interfaces de KPI qui existent. Pour des rapports un petit peu plus complexes, effectivement, est-ce qu'il est possible de les intégrer au tableau de bord tel qu'on le voit ici? Je pense pas qu'on puisse intégrer directement Crystal. Il me semble que non. Là. Effectivement, les KPI, un KPI, évidemment, un KPI, ça a habituellement 3-4 dimensions. Un rapport cristal, quand on parle de dimensions, c'est des niveaux sous niveaux d'information, des façons de cruncher l'information. Donc, un KPI, habituellement, ça a 2-3 indicateurs ou 2-3 dimensions qui me permettent d'arriver à des informations assez brutes. Je serais étonné, comme disait Luc, que je sois en mesure de générer un rapport à l'écran, moi aussi. Là. Non, c'est ça, il faudrait le refaire avec un cube ANA vraiment qui ressort ce que tu veux puis l'impliquer. Ouais. Ça pourrait pas être directement le cristal qui est là. D'accord. Et en termes de rapidité d'exécution, donc on voit réellement qu'il y a bien en termes de vitesse dans l'exécution des requêtes. Est-ce qu'on peut espérer avec l'interface ANA sur des rapports Crystal qui sont compliqués d'avoir également un gain de vitesse sur la vitesse à laquelle les rapports tournent? Ben, Crystal est jamais rapide. C'est certain que si on veut être efficace, c'est de la façon qu'on monte le cristal. On fait tout dans des stored proc et des objets ANA là, qui vont tout traiter à l'interne, qui te retournent les données, puis Crystal va juste faire l'affichage. C'est certain qu'il faut le penser de cette façon-là. C'est sûr qu'au niveau requête, il y a vraiment un avantage ANA versus SQL. Là, il y a vraiment un avantage de performance à ce niveau-là. D'accord. Merci. Puis le plus grand avantage est quand tu fais tes rapports et tes requêtes, ça affecte pas l'entrée de données. Parce que souvent, SQL, tu roules un rapport, ça peut bloquer tout le monde. En ANA, il y a ce côté-là qui est pratiquement éliminé à 100%. Alors, 10,55, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, Jean-François, est-ce qu'on... Oui, on va pouvoir fermer la pause café. OK. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez contacter Tracy ou me contacter directement ou via le support. Ça va nous faire plaisir de vous faire une démonstration d'ANA de manière plus personnalisée ou éventuellement de voir les coûts associés. Excellent. Merci beaucoup. Je souhaite à tous et à toutes une belle journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bye. Au revoir, Maxime. Bon, je fais pour quitter la session, les amis. OK, je vais ramener mon dash. Excusez, j'avais fermé mon... OK, here we are.